commence à sentir le printemps, enfin. On est à Montreuil, il y a des très jolies maisons. Il y a de la glycine, oh là là. Et on va vers quoi? Eh ben, on va rencontrer une princesse. Mais oui, les princesses, ça existe. Bah, évidemment, ça va pas, non? Non, mais pas n'importe quelle princesse. Une princesse de caractère. Attention, c'est parti. Si je vous chante, bon attention, je ne suis pas du tout chanteuse, hein. Donc si je vous chante trop de blabla, trop de tracas, vous aussi, ça vous rappelle toute une époque? Normal, ce tube est resté 13 semaines dans le top 50. On était en 1988. Et plus récemment, c'est dans la peau du personnage de Rosie, dans la série Camping Paradis, qu'on a pu s'attacher à cette femme au regard malicieux et au tempérament de feu. Ou alors, vous avez peut-être ri avec elle en écoutant les grosses têtes. Bref, toute sa vie, elle a osé. Oser être la première à chanter du reggae en français, oser prendre sa place dans des milieux masculins, oser prendre des chemins de traverse. Alors, j'ai l'intuition qu'elle a beaucoup à nous apprendre sur la puissance qui sommeille en chacune de nous, et ça, on en a toujours besoin. Je suis même un petit peu intimidée, parce que c'est à une princesse que je vais tendre mon micro, la belle et rebelle princesse Erika. Tu es en train de challenger la voisine? Mais ouais, la honte totale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Bah, installez-vous. Est-ce que j'ai beaucoup enlevé vos chaussures? C'est important. Ah mais oui, bien sûr. C'est bien, j'ai 2 chaussettes différentes. Ah ouais, non, oui, mais du même genre, ça c'est très bien. Même catégorie. Ben, On se met où vous voulez. non, mais tu mets-toi là, ici, ça te va là ou pas? Ouais, c'est très bien. Moi je tutoie, hein. Parce que sinon il y a la cuisine en bas, mais ici c'est plus sympa, j'aime. Oui. Je finis juste un truc, je vous fais un petit. J'ai de la verveine, ça vous va? C'est très bien, c'est très bien. Comment ça va ce matin, princesse Erika? Alors, bah, j'ai pas fait mes vocalises, mais. Et comment tu fais des vocalises? Bah déjà, je fais des petites comment on appellerait ça, des petits exos quoi, des petits exercices. Tu vois, je fais des. Moi, je fais des petits trucs comme ça, c'est pour chauffer la voix le matin, juste même avant de parler. J'aime bien. Alors, ce matin, ça va plutôt bien. À part que j'ai fait beaucoup d'insomnie. Moi, en ce moment, insomnie, j'ai une chanson qui s'appelle comme ça. Insomnie devant ma télévision. Je ne sais pas si je rêve ou bien si j'ai des visions. Mon sang fait du bruit dans ma tête, trop de pression. Je ne sais pas si je rêve ou bien si j'ai des visions. Oh là là. Et c'était comme ça cette nuit? C'était comme ça. Parce qu'en fait, je sais que je devrais pas, mais je m'endors avec un écran. Non, ça c'est oui, faut pas. Faut pas. Mais j'ai du mal maintenant parce que avant, je m'endormais en lisant. Et je trouvais que c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Mais l'habitude de l'écran, ça m'a fait décrocher un peu de la lecture. Ça, j'ai vu ça. J'ai dit, oh non, Erika. Et là, j'essaie de reprendre ça, mais il faut que je décroche petit à petit. Et j'ai un homme on s'endort ensemble. Et lui, en fait, j'ai pris son habitude, en vérité. Lui, il s'endort en 2 secondes. Et moi, je mets déjà un petit temps de plus. Et après, bim, ça me réveille. Enfin, je me réveille parce qu'il faut que j'éteigne l'écran. Parce que lui, il peut s'endormir et laisser l'écran allumé. Moi, je peux pas. La lumière me gêne. Donc après, le temps de se rendormir. Et puis, je pense que je suis préoccupée en ce moment parce que je me réveille. Cette nuit, je me suis réveillée. Bon, alors après, j'ai appris aussi le décès de mon oncle. Ça m'a beaucoup peiné. Ouais. Mais on a tu vois, la vie va, quoi. Donc, la vie amène son lot hélas, de malheur. Donc, je ne peux pas ne pas dormir parce que je suis malheureuse, parce que sinon, je vais jamais dormir. Parce que les malheurs, ils sont incessants. Donc là, je pense que en ce moment, il y a quelque chose qui me préoccupe plus que d'habitude. Est-ce que dans ces malheurs incessants, il y a quand même des moments de bonheur? Ah mais toujours. Les malheurs et les bonheurs s'entremêlent. Voilà. Se traversent, s'entremêlent. Exactement. J'adore ça. Et c'est ça la vraie vie. C'est ça qui fait qu'on se sent vivant. C'est-à-dire, tu pleures et puis après, mais il faut l'accepter. Et des fois, j'accepte pas. Des fois, je me dis, ah non, ça, c'est insupportable. Je ne peux pas supporter ce malheur-là. Mais je dis, ouais, si tu supportes pas ce malheur-là, ne prends pas le bonheur non plus. Parce que ça va ensemble. Donc, tu es obligé d'accepter le lot, tu vois. Les deux. C'est un lot, voilà. Ouais. Tu es obligé. Donc, j'accepte. Des fois, c'est très éprouvant. Est-ce que ça a été éprouvant, justement, la ménopause? Ça m'a pas éprouvé.
Ça m'a empêché de dormir des fois, parce que j'avais des bouffées de chaleur la nuit, moi. C'était la nuit et tout, j'avais chaud et tout. Oh là là, mon Dieu, ça m'a donc empêché de dormir. Non, moi, ça m'a pas trop changé l'humeur, pas trop la libido non plus, donc je pense que je l'ai plutôt bien passé. Et puis moi, tout de suite, je suis allée voir moi, ma gynécologue, elle est homéopathe, elle m'a donné des petites choses pour passer le truc, parce qu'elle m'a dit, si vous prenez rien, si vous laissez ça passer, enfin, si vous attendez que ça passe tout seul, ça va s'intégrer à votre véritable humeur et ça va la changer. Et vous allez devenir acariâtre. Ah non, non. Donc moi, j'ai pris des trucs, pas mal de compléments alimentaires, j'avoue. Ouais, j'avais une petite, un petit pilulier là, pas mal et tout, mais ça m'a accompagné et c'était que des choses naturelles. Et mon corps, il aime ce qui est naturel. De l'homéopathie, du déstress, des choses comme ça. Des conseils aussi, beaucoup de conseils. Et tu te souviens de certains conseils? Les conseils, c'était par exemple la nuit. Parce que quand je me réveillais la nuit, elle me disait, quand tu te réveilles la nuit comme ça, tu sais, tu fais un truc à la con, tu prends une petite bassine et tu mets tes pieds dedans au frais. Tu te mets les pieds au frais. Elle fait et si tu n'arrives pas à dormir, ne dors pas. Ne te mets pas dans le lit à essayer de t'endormir et tout ça. Fais autre chose et tu vas voir, le sommeil va revenir. Reprends une activité, voilà. C'est comme quand, tu vois, t'as une angoisse. Elle me dit, quand t'as une angoisse, parce que moi j'avais des bouffées d'angoisse comme ça. C'est ça, j'en ai. C'est pour ça que je parlais du déstress. Elle me dit, quand t'as de l'angoisse, fais un truc. Reste pas dans ton angoisse. Ne sois pas figé, ouais. Physiquement, fais quelque chose. Même, tu vois, tu es assise là, tu vas là. Je trouve que la ménopause, elle fait un truc, c'est qu'elle te met en hauteur comme ça. Enfin, je sais pas si... Moi, ça, on est en apnée, j'avais l'impression que... dire. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait du yoga, parce que ça m'a passé vachement. Je trouvais que c'était apaisant. C'était des choses vraiment simples, mais qui m'ont vachement aidé. Vachement aidé. Et surtout, elle me disait, prends soin de toi. Fais-toi plaisir. Aime-toi, dis-toi que tu t'aimes, dis-toi qu'il n'y a rien qui est dérangeant dans ce qui t'arrive. Ça ne te change pas, ça ne fait pas toi une autre femme. C'est toi qui évolues. Donc sois douce avec toi. Parce que moi j'avais tendance, par exemple, pareil, elle me dit, tu manges du pain, moi j'aimais bien manger du pain sec. Elle me dit pourquoi? Je sais, parce que j'aime bien quand c'est dur le croûton. Elle fait, justement, amollis tout ça, voilà, radoucis, sois gentil avec toi. Parce que le pain sec, ça va t'écorcher, ça c'est pas bon. Prends du pain brioché. Voilà, c'est ça. Sois gentil. La douceur. Ouais, sois gentil avec toi. Sois douce avec toi. On nous apprend pas que l'amour, c'est important. On nous dit, ouais, l'argent, bien se loger, avoir un bon métier, tout ça. Mais bien s'aimer, on ne nous dit pas que c'est important. Il faut bien s'aimer. Soi-même, déjà. Et il faut aimer les autres. Ça fait tout de suite religieux, biblique. Non, c'est important. À la ménopause, tout d'un coup, on prend soin de soi, on se rend compte qu'on a besoin de prendre soin de soi. Et on se rend compte aussi que la dose d'amour et d'énergie, elle n'est pas inépuisable. Donc, tu commences à prendre soin et tu commences surtout à bien, pas catégoriser, mais tu fais attention à qui tu donnes les choses. Alors, est-ce qu'on peut refaire le timing, par exemple? C'est-à-dire, quand c'est arrivé, il y a combien de temps à peu près? Alors, moi, je pense que les premiers symptômes, j'ai commencé à les avoir il y a 8 ans, 8-9 ans. Et c'était quoi, donc, les premiers symptômes? Les premiers symptômes, c'était d'abord moins de règles, des règles qui se passaient. Et là, je me suis dit, oh là là, tiens. Les premières bouffées de chaleur, elles n'étaient pas nocturnes. Et c'était dans la journée, j'étais là comme ça, et à un moment, j'avais en fait, ça venait me piquer la tête. Ah oui? Ça me piquait le crâne comme ça. Je disais, oh putain. Et je savais pas du tout ce qui se passe. Je me disais, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, j'étais en nage. Mais en un coup comme ça. Ça prend un de puis ça descendait comme ça. Et mon sommeil. Donc, mon sommeil, j'avais, mais pas parce que, c'était pas des insomnies, mais c'était parce que le chaud me réveillait. La chaleur, oui. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Et ça a été assez comme ça tout du long. J'ai pas eu d'autres symptômes que celui-là. J'ai pas eu de sécheresse vaginale. J'ai pas eu... pas pris de kilos de plus? Alors, si, un petit peu. J'ai un peu pris à un moment donné, j'ai pris un peu de kilos, mais en fait, j'ai pas pris des kilos en poids, mais j'ai changé de forme de corps. Ouais. On s'épaissit un peu. Ouais, voilà, exactement. Je me suis un peu épaissie, mais bon, je m'épaississais déjà en vieillissant. On s'épaissit en vieillissant. Donc, voilà. Et alors, le truc aussi que ça m'a donné, mais nous, les femmes africaines, apparemment, je dis bien, on a ça.
c'est que ça m'a fait monter la tension. Ouais, il n'y a pas que les femmes africaines. Hein. Ouais. Alors moi, c'est quand je suis allé voir mon cardiologue, il m'a dit parce que dans ma famille, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà ce problème-là. Ma mère là, ma petite sœur là, ma grande sœur là. Donc, il me dit, ouais, voilà, les femmes africaines, déjà les femmes après 50 ans, bon, tension qui monte, et les femmes africaines, tension qui monte de fait. Encore plus. Bon, donc double peine. Je fais, d'accord. Donc voilà. Mais ça, c'était plutôt en fin de symptômes. D'accord. C'est-à-dire que c'est le dernier des symptômes que j'ai eu. Je dis, oh merde, putain, parce que la tension, moi, ça me fait peur. Et pendant le confinement, j'ai eu la tension qui montait jusqu'à 20, 21. Ouais, et qu'est-ce que tu faisais? J'avais peur. Je faisais aïe, mon Dieu. Je faisais non, j'avais hyper peur. Je suis allé plein de fois aux urgences parce que je pensais que j'étais en train de faire des crises je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. J'avais super donc j'allais puis en fait à l'hôpital, ce qui est bien, c'est qu'il te baissait. Il me fait, oui, c'est une histoire de mais bon, après j'ai fait tu sais le truc qu'on fait tu as le truc toute la journée et toute la nuit là. Ça s'appelle la MAPA. Une MAPA là. Ouais, pour regarder. Et là, effectivement, alors mon cardiologue, il m'a dit, bon, vous avez une tension plutôt élevée, mais qui n'est pas très élevée en vrai. Donc, j'ai un petit traitement, un antitenseur, là, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait que, voilà, ça régule un peu. Mais depuis que je suis ménopausée, je sens mon cœur qui bat. Mon cœur qui bat. Ouh, c'est vrai, je le sens plus qu'avant. C'est fou. Ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que tu t'écoutes plus qu'avant? Ouais, ça, c'est que j'avais pas pensé à ça, tiens. C'est vrai que depuis que je suis obligée de faire attention, voilà, donc c'est vrai qu'on s'écoute plus. On s'écoute plus parce que le corps parle plus fort. J'ai l'impression que le corps parle. Voilà, c'est ça. Donc, je l'entends plus. J'entends, par exemple, des fois, j'ai l'impression que j'entends mon sang qui bat dans mes veines. Alors qu'avant, peut-être je ne faisais pas attention, parce qu'il a toujours battu, je pense. Mais là, j'entends, tu vois, par exemple, des fois, j'entends le sang ici, là, entre les jambes, là, il y a des veines partout, mais là, et là, je vois, oh mon Dieu, c'est quoi? et où je l'entends là, tu vois, je l'entends, quoi. Voilà, j'entends, ouais. Alors qu'avant, pas du tout. Je pense pas que j'avais des sautes d'humeur. J'ai demandé un peu à mon entourage, on m'a dit pas trop. Pas plus que d'habitude. Voilà, exactement. Donc, ça, je pense pas que ça a affecté mon humeur. Mais ce caractère affirmé que tu as, est-ce que, parce que parfois, quand on traverse la ménopause, ça s'accentue et ça révèle un caractère encore plus fort. Alors, chez toi, ça va être explosif. Déjà, alors, c'est que moi, ça m'a limité ma patience. Oui. Déjà que j'en avais pas beaucoup. Ouais. Alors là, je n'en ai plus du tout. Je n'ai plus aucune patience. Tu me saoules, tu m'embêtes, je dis ça à mes enfants. Hein. C'est mon fils qui m'a dit ça. Je fais, alors là, je n'ai plus aucune patience. Il fait, déjà, t'en avais pas, maman. Donc là, on va être en dessous du seuil de... Et c'est vrai que ça s'est accentué vraiment avec la ménopause. Non, j'ai plus le temps, en vrai. Déjà, je suis quelqu'un de pressé. Moi, je suis quelqu'un d'un peu dynamique. Mais avec la ménopause, c'est non. Je ne veux plus perdre mon temps. J'ai pas de temps. Je n'ai pas ton temps à toi. Moi, mon temps, voilà. Et je pense que, du coup, c'est pas que ça affirme le caractère, mais ça fait que tu ne... Enfin, moi, déjà, je suis pas quelqu'un qui louvoie tellement. Moi, je dis les choses directes. Bon. Et des fois, on me dit, mais ça sert à rien de dire les choses directes aux gens qui, eux, ne te répondront pas directement ou ne sont pas, eux, directs. Je dis, tant pis. Tant pis, je vais le faire quand même. Je ne vais pas faire comme on dit là, à Rome, fait comme les Romains. Non, moi, à Rome, je fais comme les Africains. Et je m'en fiche. je fais comme je suis. Je peux pas faire autrement. Et avec la ménopause, je pense que ça accentue ce caractère-là. C'est-à-dire, je ne me voile pas plus qu'avant. Voire, je ne me voile pas du tout, moi. Non. Et alors, on entend beaucoup que la ménopause est synonyme de la fin de la féminité. Moi, je trouve que c'est complètement le contraire. Je trouve au contraire, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus garçon que maintenant. Beaucoup plus. C'est-à-dire que j'étais dans un monde masculin, parce que le monde de la musique, c'est un monde très masculin. Je parle au niveau des décideurs. Et il fallait se frayer un chemin parmi tous ces gars-là. Donc moi, je trouve que j'avais une énergie très masculine. Trop de blabla, il me dit cet homme-là, trop de tracas.
j'ai donné déjà. Pitié qu'il est mon race, mais il a des actes de démence. Et comme je le découvre, ils sont mots dans la violence. J'ai découvert, vraiment, je me suis dit, mais tu es complètement naïve, Elsa, que la chanson Trop de blabla, mais je suis arrivée après tout le monde. C'est-à-dire, moi, je l'ai chantée pendant des années, j'adorais, j'étais là. Et puis tout d'un coup, en travaillant sur toi, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'elle voulait dire tout ce qu'elle veut dire et que je n'ai pas vu ce qu'elle voulait dire. Et en fait, elle racontait une histoire que tu as déjà racontée 100 fois, mais est-ce que tu as envie d'en parler encore? Donc le père de mon fils me frappait. Bah, là, ce qui est bien, c'est que même s'il ne m'a pas fait d'excuses ou il ne m'a pas demandé pardon, nous en avons parlé. Et c'était quelqu'un qui était violent. Moi, j'avais la tchatche aussi. Moi, c'est-à-dire que tu vas pas m'imposer de me taire. Si j'ai quelque chose à dire. Et lui, sa seule façon de me faire taire, c'était de me taper dessus. Et moi, je n'aimais pas. Non, c'est même pas que j'aimais pas, c'est que je trouvais ça. Moi, j'avais l'image de mon père et de ma mère, avec une mère qui était très forte, qui s'imposait beaucoup, et un père qui était doux. Donc moi, la violence masculine, je connaissais pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, quand ça a commencé, les coups, moi, je répondais, quoi. Parce que pour moi, tu me tapes pas dessus impunément. Je veux dire, tu me tapes, moi, je te tape. Je trouvais ça, mais j'étais beaucoup moins forte que lui. Donc, je perdais, puis c'était des bastons qui étaient qui étaient durs, quoi. Et je me rappelle que même mon père était venu une fois avec mon oncle me chercher chez lui, parce que c'était, voilà. Et qu'il était là et il me disait, mais c'est pas dans nos gènes, c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Que se passe-t-il? Lui, il était super étonné. Et qu'est-ce que tu faisais là? Bah, je pense que j'avais dans l'idée que ça allait changer et que bon, ça n'a pas duré non plus des heures, mais ça a quand même duré 5 ans, la relation en tout cas. Et c'est vrai que les bastons, moi j'appelle ça des bastons parce que j'avais pas envie de dire que j'étais une femme battue. Moi, ça me hérissait de me dire ça. Mais dans la mesure où je gagnais pas la baston, j'étais quand même battue. En ce sens, j'ai pas gagné, donc je suis battue. Bon, on s'est quittés, bien sûr. On a été en thérapie longtemps. C'est-à-dire, quand notre fils est tombé malade, lui, il a fait nous, on a mis du temps, hein, tu sais, ça fait 20 ans, c'est sur 20 ans, tout ça. On peut dire de quoi il souffre, ton fils? Oui, il est psychotique. D'accord. Alors au début, moi je disais schizophrène parce que c'était le terme plus générique. Parce que c'est vrai qu'au début de la pathologie, il avait quand même des hallucinations visuelles et auditives, ce qui était beaucoup. Avec le traitement, ça stabilise ce genre de symptômes, mais ça stabilise pas, ça n'enlève pas la psyché qui est altérée. Donc, il est tombé malade. Au début, on n'a pas accepté. Donc, c'était de la psychiatrie lourde et tout, avec des hospitalisations et tout. Donc, et en fait, on a trouvé une super psychiatre qui nous a dit, on va faire une thérapie familiale, les gars. Je dis, ah, d'accord. Ce que j'aime chez cet homme, c'est que c'est un homme qui aime son enfant et qui, je pense, m'aime beaucoup aussi. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est pas parce qu'on s'est battu, mais je l'aime beaucoup. Et tu sais, à l'époque où j'ai écrit Trop de blabla, il savait très bien que je parlais de lui, il connaît l'histoire. Donc je lui dis, tu sais, je vais être obligé de... Enfin, je lui dis, il me fait, mais vas-y. Il fait, je l'ai fait, tu le fais, t'en parles. Tu sais, il m'a jamais dit, ouais, tu te rends compte, non, jamais. Quand on se retrouve, il dit, ouais, mais je pensais que tout ça a été pardonné, puisque justement, t'as pu le raconter, t'as pu le chanter, du coup, une fois que tu l'as chanté. Est-ce que tu t'es excusé, je lui dis? Est-ce que toi, tu t'es excusé une seule fois? Est-ce que tu m'as dit, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait? Et tu sais, jusqu'à aujourd'hui, rien. Mais aujourd'hui, là-dessus, on assiste à une grande libération de la parole quand même sur les femmes qui osent raconter ce qu'elles ont vécu, qui se rebillent, il se passe quand même une avancée sur les questions de violence. Absolument. Est-ce que toi, parce que tu as quand même fait partie des premières finalement, parce que Trop de blabla, c'était comme un hymne féministe. Oui, mais moi, quand je l'ai écrit, je me suis même pas rendu compte de ça, parce que comme j'ai dit que moi, dans mon caractère était de ne pas me laisser faire. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours dit ce que je vivais. Je l'ai écrit parfois, même souvent. Je l'ai chanté aussi. Donc, pour moi, la libération de la parole, elle a été tout de suite.
J'ai toujours dit, tu vois, au moment où ça m'arrivait, les choses qui m'arrivaient, je les ai toujours chantées et dites. Parce que j'ai pas envie de faire de cancer, moi. Donc je me suis dit, enfin je me suis même pas dit. Faut pas que je garde, il faut que je sorte tout. Ouais, je sors tout. Quand quelque chose me touche, je le dis. Encore mieux, encore plus quand c'est des mains qui s'abattent sur ma gueule. Et aujourd'hui, à 60 ans, tu penses quoi de tout ça? C'est-à-dire de cette libération de la parole? Ouais. Ah non, mais moi je trouve que non seulement elle est nécessaire, même si des fois elle est excessive, je reconnais que parfois ça peut être excessif, mais vu par tout ce qu'on est passé, c'est normal qu'il y ait un moment, tu sais, c'est comme quand tu ouvres, voilà, ça va péter, ça pète à la gueule de certains, qui peut-être l'ont pas autant mérité que d'autres, tu vois, ça je suis d'accord. Mais c'est comme ça, et ça va se réguler, bien sûr, parce que je pense que les femmes maintenant, elles ont pris l'habitude, elles vont prendre l'habitude, elles commencent à prendre le pli de ne plus être dans cette soumission. Tu as dit un jour dans une interview, qu'est-ce qu'on a à perdre à être qui on est? Ben oui, parce que c'est comme les femmes qui simulent. Je me suis dit, mais alors si tu simules, donc le gars ne va jamais savoir qui tu es vraiment et ce que tu aimes sexuellement. Donc tu perds là, parce que lui, il va penser que que tu joues en 3 minutes, alors que en fait ce que t'aimes c'est les préliminaires, qu'on des caresses douces, les machins, et que donc il ne le sait pas. Donc si tu simules parce que tu penses que ça te fait gagner du temps, en fait tu perds. Tu perds parce que tu ne montres pas qui tu es. Moi, je préfère prendre du temps à expliquer à l'homme que j'aime et avec qui je fais l'amour que ça va pas. Je dis ça me plaît pas. Change, plutôt que de lui faire croire que ça me plaît pour me débarrasser de ça. Parce que si je me débarrasse de ça, eh ben ça va venir m'embarrasser au moment où on va refaire l'amour et je vais me dire, ben ouais, donc en fait, je vais jamais jouir et je vais me faire chier. Non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de jouir de la vie. Moi, j'ai beaucoup d'énergie vitale. J'aime bien la vie, quoi. Je trouve que c'est bien. La vie, c'est bien. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Est-ce qu'il y a une étape où tu t'es dit, à partir de 50, tout d'un coup, tu t'es dit, bon, ça y est, je passe à un autre moment de ma vie? C'est incroyable parce que moi, je pense jamais à l'âge que j'ai. J'y pense pas. J'y ai jamais pensé. Et quand on me le demande, des fois, je dis, ah, attends, des fois, même moi, je me souviens bien sûr, parce que je sais à quelle année je suis né, mais je me dis, parce que des fois, j'ai un peu tu vois, par coquetterie, je disais, non, j'ai 51, au lieu de 52, tu vois. C'est des conneries, c'est con. Et, mais j'ai pas l'impression que ces étapes-là, c'est pour les autres. J'ai l'impression que c'est comme, être noir, quoi. Je me dis pas tous les jours, ah, je suis noir. Mais je suis noir. Bon, voilà. Donc, les gens le voient. Voilà. Donc, je me dis, j'ai 60 ans. Les gens le savent ou pas. Hein, parce que maintenant, tu trouves tout sur le net. Et tout. Je pourrais dire, non, ils sont trompés. J'ai 10 ans de moins. Mais bon, non, les gens me disent, non, Erika, arrête d'exagérer, quoi. Tu vois, donc, maintenant, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que je me dis pas que je suis... qu'il y a des étapes où... Enfin, c'est pas que si il y a des étapes. Non, c'est pas vrai. Il y a des étapes, mais je ne me dis pas que elles forgent ma vie, quoi. Tu vois, ces étapes-là. Je me dis pas 50 ans, tiens, ça m'a fait faire. Ouais. Non, mais ma vie avance et mon âge aussi et ma façon de faire change selon. Mais je me dis pas, tiens, à cette étape-là, j'ai fait ci ou à cette étape. Non, voilà, j'ai avancé dans ma vie assez bravement, je dirais. Et je pense que j'ai du courage. Je pense que j'ai de la persévérance. Et avec l'âge, ce courage et cette persévérance se sont affirmés encore plus, accentués. Et je pense que ça, c'est des traits de mon caractère que je ne changerai pas. C'est ça que je me dis avec l'âge. Je me dis, bon, ce que je suis s'affirme. Et ce que je n'aime pas, ce que je ne suis pas, s'affirme aussi. Là, par exemple, il y a un documentaire que je suis allé voir sur les filles des années 80, là, qui va passer tout ça et tout. Et je suis dedans. Et je me vois et je me dis, ah, c'est bizarre, mais je me sens exactement la même quand je me regarde, la façon de parler, ce que je dis, je dirais pas la même, je dirais la même chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Ça s'est affermi pour des moments, adouci pour d'autres, mais c'est la même chose. Et ça me plaît de constater ça. Je me dis, ah putain, en fait, j'ai pas retourné ma veste, je me suis pas... non, je suis la même, quoi. Je suis la même, ça c'est cool.
Donc là, moi, je me dis, autant profiter de tout ce qui est possible en étant le plus, je veux dire, vrai avec soi-même et les autres. Comme ça, si les gens t'aiment pas, c'est douloureux, oui, je sais, moi, j'aime pas quand même pas. Mais il y a des gens que j'aime pas aussi. Hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'entraînes justement, à part le yoga, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu t'entraînes plus encore? Oui, parce que quand tu vieillis, tu perds un petit peu en souplesse. Alors, pas vocale, bizarrement, j'ai pas l'impression, mais par exemple, je fais plus de vocalises qu'avant. Enfin, je fais plus. Ça m'intéresse plus. Alors, avant, c'était un peu, quoi, il faut vocaliser, putain, mais je sais chanter, je peux monter sur... Et ben là, même si j'ai pas à chanter, j'aime bien vocaliser. Je regarde plein de nanas sur Insta, il y en a une, Chérie Portin, je l'adore. Elle fait plein de choses, enfin voilà, qui sont pas forcément des vocalises auxquelles on s'attendrait. Hello, my sweethearts. This is Cheryl Porter, singer and your vocal coach. And today we are going to be doing some real vocal training. Baby, warm down. Let's do it. No pushing. Et le yoga aussi, avec ces trucs de respiration, ça m'emmène vers d'autres choses que j'aurais pas. Enfin voilà, j'ai envie d'expérimenter l'entraînement à plein de choses. Même la cuisine, par exemple. La cuisine, c'est con à dire. Bon, quand j'étais plus jeune, je faisais à manger, mais voilà. Là, j'ai envie de faire des plats. Tu vois, j'ai envie de cuisiner, de prendre mon temps, je fais plein de choses que je faisais pas avant. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses beaucoup mieux. J'ai envie d'en faire plein. J'ai envie d'expérimenter des choses que je connais pas. Je n'ai plus quand t'es jeune, enfin moi quand j'étais jeune, en tout cas des fois je me sentais pas légitime de faire les choses. Je me disais non, ça c'est pas pour moi. Oh non, faire une pâte brisée toute seule, je voulais l'acheter toute faite, qu'est-ce qu'il y a? Et là non, je fais mes pâtes brisées, je fais mes trucs, il y a quoi? Je sais faire, je peux le faire. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Je pense que l'âge, ça t'emmène vers cette confiance qui fait que qu'est-ce que tu as à perdre à essayer, en tout cas. T'arrives pas, c'est pas grave. Ben non, on est là pour expérimenter. On est là pour justement s'améliorer. Donc on part de loin, on part de bas, puis on monte petit à petit, quoi. Moi, c'est ma vision du cas de la vie. On a un petit jeu. C'est un jeu qu'on vient d'écrire. Est-ce que c'était plus facile à 20 ans ou aujourd'hui à 60? Alors, est-ce que c'était plus facile de faire sa valise pour les vacances? Je pars dans 2 jours, donc je pense que je m'encombre beaucoup moins, ouais. Ouais. Je m'encombre beaucoup moins. Je me suis dit, je vais prendre 2 jeans, un short, 3 robes, ma petite, ma crème solaire, mon spray pour mes cheveux, et puis basta et ma guitare. Est-ce que c'est plus facile à 60 ans d'obtenir ce qu'on veut plus qu'à 20 ans? Ah bah oui. Parce qu'à 20 ans, en fait, moi, je voulais tout. Je voulais tout. Donc, forcément, quand tu veux tout, il y a plein de choses que t'as pas. Alors qu'à 60, je sais que ça, je m'en fous, et que je veux plus ça que ça. Et de toute façon, la vie, c'est un choix. Hein. Tu choisis tout au long. Mais là, mes choix, ils sont plus distincts, ils sont plus affirmés, ils sont plus réfléchis qu'avant. Avant, je faisais beaucoup moins de choix parce que je prenais tout comme ça. Et du coup, j'avais plus de déception. Alors que là, j'ai pas le temps de cette déception. Et est-ce que c'est plus facile à 60 ans de se sentir forte qu'à 20 ans? Ouais. Parce que je pense qu'à 20 ans, tu as la sensation, tu as l'illusion de la force et qu'à 60, tu sais qu'elle existe. Est-ce que c'est plus simple de choisir ses amis à 20 ans ou à 60? À 60. C'est beaucoup plus facile parce que j'ai moins besoin de l'approbation de l'autre. Et aujourd'hui, mais je suis hyper sélective. Et est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'à 20 ans de se respecter soi-même? Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'à 20 ans, tu penses justement que tu as besoin de personne alors que si. Et du coup, tu te mets des responsabilités que tu ne peux pas assumer.
aujourd'hui, le fait de savoir que j'ai besoin et que je peux recevoir, ça fait que je suis beaucoup plus en phase avec moi-même. Et du coup, j'ai plus d'attention, plus de respect pour ce que je suis, forcément. Et l'indépendance, est-ce que c'est plus simple à 60 d'être indépendante qu'à 20 ans? Ça dépend quelle indépendance. L'indépendance financière, forcément, parce que là, j'ai une maison, j'ai mon matos, je peux partir, pas quand je veux, mais non, pas quand je veux, n'exagère pas. Non, mais je peux avoir un petit peu, d'indépendance financière. Maintenant, j'ai plus de dépendance affective, enfin, pas affective, mais par exemple, j'ai plus peur pour mes enfants, j'ai plus peur pour ma mère, j'ai peur, ça, c'est des choses qui vont me... Donc, je fais plus attention à ces liens-là qu'avant. Ouais. Est-ce que c'est plus facile à 60 ans de faire face à ses émotions, même les plus tristes, qu'à 20 ans? Non, alors là, je pense justement c'est le contraire. Parce qu'à 20 ans, c'est pas que tu t'en fous, mais tu es un peu plus insouciante. Alors qu'à 60 ans, tu te rends compte, par exemple, la perte. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'est très, très, très douloureux. Moi, avant, j'avais l'habitude de faire des ruptures. Je n'arrivais pas à me séparer. Il fallait que ça soit net et clair. La séparation, il y a une possibilité de se retrouver. Ça, oui, ça, j'y arrive mieux. Mais les émotions de perte, non. C'est beaucoup plus douloureux maintenant. Est-ce que tu oses dire que tu es ménopausée? Alors, quand on me demande... En plus, ça me paraît évident. Donc, je sais pas, ça me dérange pas du tout. Non. Parce que c'est pas... Pour moi, alors... Parce que les gens, ils disent, ménopausée, ça veut dire que tu baisses plus. Tu vois, c'est ça que les gens, ils entendent avec ménopausée. Ils entendent la fin de la sexualité, comme tu disais tout à l'heure, la fin de la féminité. Non, c'est une étape dans une vie de femme. Voilà, sachez-le. Voire même peut-être que quand on a 60 ans, comme on se connaît mieux, peut-être qu'on fait mieux l'amour. Ah bah oui, mais de toute façon, depuis mon entrée dans la vie sexuelle, je fais l'amour de mieux en mieux, ça c'est clair. Bien sûr. On adore cette parole. Ouais, bah oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, je prends de plus en plus de plaisir à faire l'amour. Et c'est pour ça que je le fais avec plus de... je le fais peut-être moins souvent qu'avant. Parce qu'avant, putain, qu'est-ce que je baisais. Mais c'était pas terrible, quoi. Là, quand je baise, c'est vraiment bien. Donc, évidemment... Et c'est quoi le changement? C'est parce qu'il y a plus de douceur, plus de temps, plus de connaissances? Non, il y a plus de connaissances et que, du coup, on va bien plus directement à ce qu'on aime, au lieu de commencer à faire des didi, tu vois, d'essayer de montrer qu'on sait faire des choses, quoi. Non, moi, il y a un truc que j'aime, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu t'oses dire quand ça va pas? Ça dépend à qui. Pas à tout le monde, parce que je trouve que tout le monde n'a pas à savoir. Non. Donc, non. Quelquefois, j'aime bien rester chez moi, planqué, et pas voir des gens, parce que j'ai pas forcément envie de me montrer vulnérable ou pas, n'allant pas bien. Mais à ceux qui m'entourent, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui, elle, découvre ces chamboulements hormonaux tout d'un coup? Comment tu pourrais la rassurer? Ça va bien se passer. Non, vraiment, ça va bien se passer si elle y prend garde. Qu'elle s'écoute, qu'elle s'entende et qu'elle se respecte, enfin qu'elle respecte leur cycle. Voilà, donc je dis, écoutez-vous et tout va bien se passer. Finalement, la maturité, c'est un kiff? Ah ben moi, j'adore. Alors on sort de ce podcast, toujours comme d'habitude, à se dire qu'on a encore rencontré une personnalité haute en couleurs et très différente. J'espère qu'elle vous a plu. Princesse Erika est loin d'être la seule à mal dormir depuis la ménopause. Et oui, si vous saviez, moi aussi, c'est l'enfer. C'est un des symptômes qui revient le plus souvent au fil des témoignages, les troubles du sommeil. Nous sommes nombreuses à passer des nuits courtes, très courtes. Une étude réalisée sur le sommeil et l'espérance de vie chez les femmes par la National Institute of Health démontre qu'un sommeil de trop courte durée ou de mauvaise qualité est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, en particulier d'hypertension artérielle. Et environ une femme sur deux est concernée par ces troubles du sommeil autour de la ménopause.
Alors, pour en savoir plus sur les liens entre sommeil, ménopause et santé, je suis allée voir le docteur Catherine Lamblin. Elle est somnologue et particulièrement engagée dans la prévention des risques spécifiquement féminins au sein de la fondation Agir pour le cœur des femmes, qui a pour mission d'accélérer la recherche médicale ciblée sur les spécificités des maladies cardiovasculaires chez la femme, à toutes les phases clés de leur vie hormonale. Contraception, grossesse et ménopause. Autant le dire, c'est la femme qu'il nous faut. Mais alors dites-moi, docteur Lamblin, quels sont ces troubles du sommeil qui sont reliés à la ménopause dont je souffre aussi? Ces troubles du sommeil, ils sont multiples, mais généralement, ce qu'on retrouve comme symptômes, ça va être une impression d'un sommeil moins profond qu'auparavant, donc un sommeil plus léger, moins réparateur, un sommeil qui va être entrecoupé, un sommeil fragmenté avec des difficultés de se rendormir, et des bouffées de chaleur, apparition de ronflements, ça peut faire évoquer des apnées du sommeil. Bref, une impression de moins bien dormir, ça c'est ce qui est rapporté à peu près par une femme sur deux, et avec pour conséquence une plus grande fatigue et une somnolence volontiers dans la journée. Bref, on se retrouve moins en forme. Alors mais pourquoi? C'est à cause des changements hormonaux? C'est, on va dire, une conjonction de beaucoup de facteurs, moi ce que je pense, hein. Il y a à la fois le déclin hormonal et aussi des facteurs plus, on va dire, environnementaux, familiaux, professionnels. C'est un âge où il y a beaucoup de choses qui se passent entre le départ des enfants, les parents qui vieillissent, le travail qui devient moins intéressant, moins plus stressant, et donc ces troubles du sommeil au moment de la ménopause, c'est souvent un espèce de puzzle qu'il faut réussir à décortiquer. Mais en tout cas, c'est fréquent et il faut s'en occuper parce que on sait que si on laisse persister un trouble du sommeil au-delà de 3 ou 6 mois, eh bien, on va voir s'installer des problèmes d'insomnie chronique. Et l'insomnie chronique, ça, c'est bien démontré, c'est un facteur de risque de mauvaise santé, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, ça favorise l'hypertension artérielle notamment, mais aussi sur le plan, on va dire, psychologique, mental, hein, c'est un facteur de risque de dépression. Il faut vraiment solutionner le problème parce que derrière, ça va persister et là, en fait, on va altérer sa santé, en fait. Donc, de savoir qu'il y a vraiment des remèdes, savoir qu'il y a pas mal de petites étapes pour lesquelles on va décortiquer ce fameux, voilà, ce puzzle fait plein de petites pièces entre l'hygiène de sommeil, les facteurs environnementaux, éventuellement les apnées du sommeil, les problèmes hormonaux à ce moment-là. Et puis petit à petit, on va assembler les pièces et puis voilà, on va arriver en quelques semaines, voire quelques mois, à vraiment améliorer, je dirais, au moins 80% des femmes qui consultent pour ça. Je pense surtout donc aux problématiques des bouffées de chaleur qui surviennent avant la ménopause, et donc ça, il y a des solutions. Et puis, lorsque la ménopause s'installe, qu'il y a éventuellement une prise de poids, il faut vraiment penser aux problèmes des apnées du sommeil, qui sont vraiment quelque chose de fréquent, dont on voit augmenter vraiment la fréquence au décours de la ménopause, alors qu'avant la ménopause, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui font des apnées du sommeil. Mais qu'est-ce qui change alors avec la ménopause, avec l'arrivée de la ménopause? Avant la ménopause, les hormones féminines, globalement, œstrogène, progestérone, ça protège la majorité des femmes par rapport à l'homme, des apnées du sommeil parce que surtout la progestérone, c'est quelque chose qui stimule, la ventilation, c'est-à-dire la respiration pendant la nuit, hein, et ça, permet aussi une bonne tonicité des muscles pharyngés, c'est-à-dire des muscles de la gorge, et donc en préménopause, ce qui se passe, c'est que la progestérone diminue et donc on va voir effectivement, une perte de tonicité de cette région, on va dire critique, hein, qui est, la gorge, hein, le pharynx, et donc voilà, quand ça diminue, eh ben, il y a moins de tonicité. Il y a souvent une petite prise de poids, parfois importante, hein, qui survient également, autour de la ménopause, qui va parfois se régler ensuite. Mais tout ça, donc c'est 2 facteurs qui font que cette zone, hein, la gorge, va avoir tendance à se fermer au cours de la nuit, et c'est ça le mécanisme de l'apnée, cet arrêt respiratoire répété au cours de la nuit, qui lui-même induit donc des manques d'oxygène, des réveils à répétition, et qui donc conduit à une altération de la qualité du sommeil. Et ça, donc il faut y penser beaucoup parce que une femme ménopausée qui prend du poids, elle va volontiers développer des apnées du sommeil et volontiers secondairement développer une hypertension artérielle. Et là, vraiment, on cible vraiment les femmes qui ont ce qu'on appelle un risque cardiovasculaire augmenté. Ce sont des femmes, voilà, qui ont un surpoids, une hypertension artérielle, parfois un diabète de type 2 et de l'apnée du sommeil. Et là, si on n'intervient pas là, c'est ces femmes-là qui sont à haut risque cardiovasculaire.
Et ces apnées du sommeil, d'une part, on sait les détecter, aisément. On sait que c'est vraiment, si on les traite pas, c'est un facteur de risque majeur sur le plan cardiovasculaire et on peut vraiment aider les femmes en les traitant, mais avec des traitements qui sont efficaces, qui ont été prouvés comme étant très efficaces. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, qu'on peut faire dès lors qu'on s'y intéresse, et qu'on prend le temps d'écouter ses symptômes, de consulter éventuellement pour ça quand ça persiste et de discuter, d'échanger soit avec son médecin traitant, soit avec un spécialiste du sommeil. Quand vous dites de prendre le temps d'écouter nos symptômes, vous dites ça parce que vous avez là cette sensation que nous, les femmes, justement, on ne s'écoute pas, c'est pas un réflexe chez nous de se dire: «Bon, bah, là, ça mérite vraiment une consultation»? Absolument, absolument. Les femmes, attendent, d'être vraiment, très gênées, on va dire très symptomatiques pour venir consulter, et quand on va proposer une solution, notamment cet appareil de ventilation, vont vraiment poser des questions: «Mais est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que ça va pas gêner mon conjoint? Et puis est-ce que je le garde, toute la vie?» Autant, un homme qui fait de l'apnée du sommeil, qui met un appareil pour l'apnée, se pose pas beaucoup de questions en général par rapport à sa conjointe. En revanche, du côté de la femme, c'est souvent, ça renvoie une image pas toujours, facile à accepter de porter un appareil pour l'apnée du sommeil. Or finalement, hein, si on arrive à faire une consultation, avec, la femme et puis, le conjoint, on se rend compte que finalement, c'est volontiers accepté, ça fait disparaître les ronflements, donc finalement c'est quand même quelque chose, qui apaise les nuits, des 2 conjoints. En général, quand je revois les femmes qui tirent bénéfice de ces traitements, c'est, comme une forme de soulagement et de se dire: «Finalement, j'aurais dû venir avant, là vraiment je me sens mieux». Alors c'est vrai qu'aussi on donne, pas mal de conseils autour de justement de cette hygiène de vie, l'hygiène de sommeil, ce qui fait que toutes ces choses-là qu'intuitivement on sait, hein, qu'il faut pas aller se coucher trop tard, qu'il faut pas regarder les écrans le soir, que boire un peu d'alcool le soir, fait qu'on dort pas bien. Mais en fait, quand on remet, tout ça dans le bon sens, qu'on prend pas de somnifères et cetera, eh bien, après quelques semaines de ces différentes manœuvres, on se rend compte que finalement on a gagné beaucoup de choses. On a gagné en qualité, on a gagné en temps de sommeil et finalement, on ressent à nouveau cette espèce d'effet, waouh d'une bonne nuit de sommeil, quoi. Alors pour celles qui sont réveillées en pleine nuit par les fameuses bouffées de chaleur, comme notre invitée princesse Erika, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, on trouve facilement des conseils, hein. On dit: «Il faut arrêter le café, il faut arrêter le thé». On fait beaucoup d'activités physiques, mais pas trop le soir. Mais le fait de faire beaucoup d'activités physiques, ça permet de diminuer un peu le stress et donc de ce fait-là, on a quand même moins de bouffées vasomotrices. Parfois phytothérapie, yoga, enfin toutes ces choses qui visent, à être plus détendues. Mais si on n'y arrive pas, parce qu'il y a quand même des femmes qui n'y arrivent pas, faut pas oublier que la supplémentation en progestérone naturelle, eh bien ça a été montré comme étant améliorant la qualité de sommeil par le biais d'une augmentation du sommeil profond. Ça, c'est quelque chose qui est globalement accepté. On connaît, hein, les fausses croyances par rapport à l'hormonothérapie avec beaucoup de femmes qui sont, réticentes, hein, par rapport à l'hormonothérapie. Ce dont je parle, c'est la progestérone naturelle, pour, diminuer les bouffées vasomotrices. Et donc là, j'insiste, hein, c'est une progestérone naturelle. On sait que et ça a été démontré comme étant efficace. La progestérone naturelle, a pour vertu d'augmenter, la quantité de sommeil profond et donc de restaurer un sommeil, plus réparateur et donc lorsque les bouffées vasomotrices sont vraiment invalidantes, demander à son ou sa gynécologue, une aide à base de progestérone naturelle, ça a réellement, une efficacité. Alors qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires? Alors après, dans les compléments alimentaires, il y a plein de choses. Il peut y avoir des plantes qui favorisent l'endormissement, hein, comme ces compléments alimentaires. Parfois, ça mélange de la mélatonine, de la valériane, de la passiflore. Donc ça, c'est des choses qui font dormir. On n'est pas sur le côté somnifère, mais c'est quand même des choses qui induisent une certaine sédation. Donc c'est à la fois naturel, mais c'est quand même, ça contient du principe actif. Mais le soja, par exemple, ça va avoir une action, on va dire, oestrogène-like, qu'on peut prendre si on n'a pas de facteur de risque de cancer du sein. Les somnifères, est-ce que ça nous aide à récupérer vraiment un bon sommeil, un sommeil de qualité? Enfin, il faut éviter les somnifères parce que ça, c'est vraiment pas la solution et que ça altère la qualité de sommeil. Et surtout la prescription chronique de somnifères qui est vraiment extrêmement délétère sur la qualité de sommeil. En plus, ça induit une dépendance. Et on voit bien avec les études quand on analyse, on enregistre des gens pour regarder leur sommeil alors qu'ils sont sous somnifères, leur sommeil est très mauvais. Donc les somnifères, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix.
En revanche, améliorer la qualité de sommeil par des thérapies brèves, ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, améliorer l'environnement, donner des conseils simples le soir, se mettre dans une petite routine du sommeil, c'est-à-dire se coucher à la bonne heure, ni trop tard ni trop tôt, se mettre dans une lumière un peu tamisée, éviter le recours aux écrans, éventuellement écouter une petite musique douce. Voilà, pour se conditionner au sommeil, sortir de sa bulle un petit peu. Si on a un conjoint qui est compliqué, eh bien on n'est pas obligé de dormir, ça c'est une pratique très française, hein, le co-sleeping, de dormir 1 ou 2 nuits par semaine, chacun de son côté, pour mieux dormir. Plein de petites choses comme ça, tant qu'elles sont pas dites, en fait, finalement, voilà. Et une fois qu'on les a dit, on revoit les personnes et en fait, quelques semaines après, on voit déjà une amélioration rien que de la durée de sommeil en faisant ça. La ménopause c'est une période obligatoire, on n'a pas le choix, mais qu'il faut essayer effectivement d'atténuer, d'estomper ces troubles du sommeil qui viennent quand même bien pourrir la période de la ménopause pour certaines femmes, parce que voilà, il faut traverser cette période le plus sereinement possible pour éviter justement que ça ne vienne s'accrocher à la femme et perdurer toute la vie restante, parce que le sommeil, c'est vraiment quelque chose de super important pour se ressourcer, hein, en termes d'énergie, en termes de mémoire, de concentration. Le cœur se repose la nuit, le cerveau se repose la nuit, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver, le sommeil, en tout cas restaurer s'il est altéré, parce que ça participe énormément de la santé globale. Merci à Catherine Lamblin pour son engagement à mieux nous informer, nous les femmes, sur notre santé. C'est important. N'hésitez pas à aller consulter le site de la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Vous y trouverez de précieuses ressources sur les parcours de soins cardio-gynécologiques ainsi que toutes leurs actions de prévention. Faites passer l'info autour de vous, c'est important. Merci à Princesse Erika pour sa belle énergie, son incroyable sourire et sa combativité contagieuse. Allez écouter son dernier album, Je suis pas une sainte. Bonne vibration garantie. Cet épisode a été réalisé par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!